C'est un coup dur pour l'Union européenne. L'extrême droite arrive au pouvoir en Italie. Ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. Giorgia Meloni ne veut pas d'une Europe communautaire, elle veut une Europe des nations. Alors va-t-elle mettre de l'eau dans son vin ou au contraire entamer un bras de fer avec Bruxelles? Avec nous pour en parler, Sylvain Kahn, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Je signale aussi que vous avez un podcast très intéressant, l'Europe des présidents, président français, 8 fois 10 minutes. Ça va du général de Gaulle à Emmanuel Macron. En direct de Rome, notre correspondante Valérie Dupont. Bonsoir Valérie. On commence avec vous. Où en est-on concrètement ce soir? Que va-t-il se passer en vue de la formation du nouveau gouvernement italien? Alors les derniers résultats sont en train de tomber. Il manquait vraiment que quelques sièges il y a encore une heure, mais là ça devrait être tout bon. Donc le décompte des sièges du Parlement va maintenant être confirmé, et avec la loi électorale italienne, eh bien cela donne évidemment un avantage énorme en termes de sièges à la coalition de droite, même si cette coalition emporte finalement 43 ou 44% des voix, mais en termes de sièges, ça fait vraiment beaucoup de différence. Donc en soi, le Parlement va être composé vers la mi-octobre. Ce sera la rentrée parlementaire avec le choix du président du Sénat et de la Chambre. Et puis ensuite, le président de la République devrait, en toute logique, donner à Giorgia Meloni la tâche de former un gouvernement. Dans ce cas-là, ce sera la première femme dans l'histoire italienne de recevoir cette charge. Normalement, elle devrait aussi s'autoproposer comme président du Conseil. Mais cela, évidemment, c'est au président de la République de le décider. Première fois qu'une femme va présider le Conseil italien. Première fois aussi, Sylvain Kahn, depuis 1957 et le traité de Rome, qu'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne se donne une première ministre d'extrême droite. Alors, petite secousse pour l'Union européenne ou grand tremblement de terre? Pour l'instant, petite secousse. Parce que moi, il me semble, évidemment, je parle sous le contrôle de votre correspondante à Rome, il me semble que ce qui caractérise d'abord Giorgia Meloni, c'est que c'est pas facile de la cerner. Ouais. Et là, je parle dans le paysage politique européen. On sait qu'elle vient à l'origine du post-fascisme. On a cru comprendre qu'elle avait répudié le post-fascisme. Elle est passée par Alliance Nationale, qui était le grand parti de Gianfranco Fini. Elle a été ministre de Berlusconi. Elle est députée depuis 2006 sans discontinuer. Elle a mis beaucoup d'eau dans son vin. Aujourd'hui, avec les mots français, si je ne me trompe pas, on dirait que c'est une souverainiste. Vous voyez, un peu genre comme le Seguin de l'époque. Donc ça ne fait pas trembler l'Union européenne. Alors, on commence à être habitué à avoir des souverainistes. Oui. Et moi, il me semble que ce dont elle est le plus proche dans le paysage politique européen, si on veut essayer de la situer, c'est le pitch polonais des frères Kaczynski et du Premier ministre Morawiecki. Ça s'annonce tendu alors. Oui, mais en même temps, ils sont dans l'UE depuis... Enfin, je veux dire, ils sont au gouvernement depuis 2015, le pitch polonais. Ils sont dans un bras de fer assez fréquent avec l'UE, avec Bruxelles. Mais je veux dire, dans le cadre d'une grande vie politique européenne. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'Italixit, il n'y aura pas de sortie de l'euro avec Mélanie. Oui, elle ne plaide pas pour ça, en tout cas. Ouais. Non. Et en plus, ça c'est hyper important, surtout si on la compare à son collègue Salvini. Qui ne fait que 9%, alors qu'il avait fait 17% en 2018. Elle est à fond pour l'OTAN, pour le soutien à l'Ukraine et contre la Russie. Vous voyez ? Donc, elle est difficile, dites-vous, à cerner. Valérie Dupont, La Repubblica, le grand journal italien, titre et maintenant, qu'est-ce qui nous attend? C'est une victoire annoncée, dit le journal, mais elle change l'histoire du pays. Qu'est-ce qui va sans doute changer en Italie? On va poursuivre avec le rapport de Rome et de Bruxelles, mais tout de même, pour les Italiens, ça va être quoi? Ça va être un changement sur le plan économique et social, sur le plan migratoire? Sur quel plan, au juste? Alors, disons que sur le plan économique, un gouvernement de Giorgia Meloni avec une grosse majorité d'extrême droite ou de souverainisme, on peut l'appeler ainsi en effet, n'aura pas vraiment les mains libres. On le sait, l'Italie a une énorme dette publique, 2800 milliards d'euros. Elle a évidemment de grosses contraintes par rapport à la Banque centrale européenne, mais aussi par rapport à l'Union européenne. Et donc, fatalement, elle ne va pas pouvoir vraiment jouer les cavaliers seuls et dire tout d'un coup, je fais une énorme réforme fiscale. D'ailleurs, elle s'en est bien tenue pendant sa campagne électorale. Elle était la moins
compromettante en quelque sorte par rapport à Salvini et Berlusconi de ce point de vue-là. Donc du point de vue économique, je ne pense pas que Giorgia Meloni pourra faire la révolution. Certes, elle pourrait proposer quelques lois un peu protectionnistes pour les entreprises italiennes, faire un peu peur par exemple aux immigrés qui veulent ouvrir ici une entreprise, des choses comme ça. Par contre, sur le plan, je dirais, social, elle promet vraiment de prendre en charge les Italiens. Elle veut tout mettre sur le travail, par exemple. Et cela, on l'attend un peu au tournant maintenant. Il faut voir comment elle va proposer cette révolution du point de vue du travail. Et puis, sur le point de vue des droits civils, là aussi, certainement, l'Italie ne va pas faire un pas en arrière. Elle ne va pas s'attaquer, par exemple, à la loi sur l'avortement. Elle l'a promis d'ailleurs. Bien sûr, elle ne va pas faire de progrès. C'est clair que pour le moment, ce sera un peu plus compliqué en Italie pour les couples homosexuels ou bien pour d'autres droits civils. Et puis, bien sûr, il y a la page sur l'immigration. Et là, avec son collègue Salvini, elle risque sans aucun doute de proposer des lois sévères, notamment sur l'approche des bateaux à Lampedusa. Ça, on retourne en 2018 en quelque sorte. Donc ça, c'est un petit peu ça qu'on attend en Italie. Alors, sauf qu'en 2018, le blocus migratoire avait échoué. Sylvain Cane, le dossier migratoire, ça risque d'être un des principaux points de discorde entre l'Union européenne et l'Italie. Et en même temps, paradoxalement, c'est peut-être celui qui a fait émerger aussi cette dirigeante. Ben, disons que l'Union européenne, en fait, sur la question migratoire, elle est... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même la politique publique européenne sur laquelle l'UE, c'est-à-dire, on est bien d'accord, c'est à la fois Bruxelles, c'est-à-dire Commission européenne et les chefs d'État de gouvernement réunis, plus chacun des pays pris séparément. On est d'accord. C'est vraiment la politique publique sur laquelle l'UE est le plus embourbée, j'ai presque envie de dire, depuis 10 ans. À la fois parce que c'est là où les contradictions sont les plus fortes entre différents gouvernements. Et en même temps, c'est là aussi où il y a la discordance la plus forte entre les opinions publiques et les actions des gouvernements. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? On va effectivement, comme le dit votre correspondante, on va se retrouver comme en 2018-2019, c'est-à-dire avec un gouvernement italien qui va dire à Bruxelles, c'est-à-dire qui va dire à ses homologues européens et à la Commission européenne, ça suffit qu'on soit une passoire. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la réalité. Non, mais c'est l'argument. C'est l'argument et leur représentation. Voilà. Et donc, ils vont demander à ce qu'on durcisse la politique migratoire de l'UE, qui en réalité est déjà assez dure, si vous voulez. Voilà. Alors, Giorgia Meloni ne porte pas, puisqu'on parle d'immigration, la France dans son cœur. Pour elle, c'est la France qui est responsable de cette crise migratoire. Oui, alors ça aussi. Assez forte, en tout cas. Ça aussi, c'est un classique, j'ai envie de dire, des relations franco-italiennes depuis 2011 au moins, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la France, elle n'est pas la seule dans ce cas, mais la France s'accroche à ce qu'on appelle le règlement de Dublin. Le règlement de Dublin, c'est un truc très simple en réalité. Ça veut dire que c'est le pays dans lequel un migrant arrive, le pays européen dans lequel un migrant arrive, qui doit complètement gérer le dossier de ce migrant. La demande d'asile, par exemple, notamment. Donc l'Italie s'est sentie abandonnée, notamment à Lampedusa. Oui, parce que du coup, la France a toujours dit, nous, on ferme notre frontière avec l'Italie aux gens qui voudraient passer. Mais déjà sous Berlusconi, donc en 2010-2011, Berlusconi, le gouvernement avait tendance à ne pas enregistrer les migrants qui arrivaient et à les laisser passer en France. Bon, donc, j'ai envie de dire, ça fait partie de la politique intérieure italienne que d'avoir un ministre ou un chef de gouvernement, Salvini a fait ça très bien pendant 2 ans, qui dit « Ouais, vraiment, les Français sont nuls sur ce point ». De même qu'en France, ça fait partie de la politique française de dire « Ouais, nous, on ferme nos frontières avec l'Italie, le gouvernement italien n'est pas capable de retenir ces clandestins ». Voilà. Valérie Dupont à Rome, on parle de l'avenir entre l'Union européenne et l'Italie. On parle beaucoup du couple franco-allemand, parlons du couple franco-italien qui est historique de la fondation de l'Europe. Emmanuel Macron a réagi, le président français respecte un choix démocratique, il appelle à continuer à œuvrer ensemble. Est-ce que ça peut être réciproque ? Alors, disons que l'année dernière, Giorgia Meloni, le seul parti qui s'est opposé
au pacte franco-italien, au fameux accord entre les deux pays qui avait été signé par Mario Draghi et soutenu par Sergio Mattarella et Emmanuel Macron. C'est le seul parti qui s'y est opposé. Donc Giorgia Meloni n'est certainement pas une grande amie de la France. Elle a toujours pointé du doigt cette Europe à traction franco-allemande comme quelque chose d'insupportable. Et donc elle ne va sans doute pas avoir des relations faciles avec Emmanuel Macron, sans oublier quand même ses racines post-fascistes qui ne plairont sans doute pas au chef de l'État français. Mais Giorgia Meloni est une Romaine pragmatique, j'ai envie de dire. Elle est capable, on l'a vu, de modifier son discours, d'édulcorer sa pensée pour arriver à ses fins. Et donc, elle sera sans aucun doute capable d'essayer d'amadouer aussi les Français, sans oublier évidemment pourquoi elle a été élue, c'est-à-dire porter plus haut l'Italie, notamment au sein de l'Union européenne. On a pu remarquer qu'elle parlait français. Sylvain Kahn, vous avez fait une comparaison intéressante tout à l'heure. Vous l'avez comparé au PiS, en Pologne. Il y a eu un vrai bras de fer avec la Pologne sur la question de la primauté du droit européen ou du droit national. Vous nous dites que c'est une candidate souveraine. Est-ce que c'est là aussi le point de crispation qu'il peut y avoir, le droit italien face au droit européen? Disons, il va y avoir quelque chose de très important, votre correspondante en a parlé, c'est-à-dire jusqu'à quel point le gouvernement Meloni, si c'est bien elle qui est désignée par Mattarella, parce que le président a quand même un pouvoir assez fort en Italie sur le fait y compris de nommer les ministres, hein. Jusqu'où elle va aller dans la mise en œuvre de son programme, on va dire anti-LGBT, anti-lutte contre les discriminations, anti-IVG, vous voyez, c'est-à-dire, en fait, sur la question, comment on pourrait appeler ça, des libertés, des droits citoyens, voilà, et, sur la xénophobie, sur l'anti-islam, c'est-à-dire, elle va flirter avec les entorses à l'état de droit. Mais sur la souveraineté, est-ce qu'elle peut dire à l'Europe, c'est le droit italien qui prime, sur la règle budgétaire notamment? Sur la règle budgétaire, alors là, je sors ma boule de cristal, à mon avis, elle fera surtout pas ça, parce que il y a quand même un plan de relance, enfin, comment dire, la part dont peut bénéficier l'Italie dans le cadre du plan de relance européen post-Covid de 2020, c'est quand même 200 milliards d'euros. Hein. Donc, ça serait un peu suicidaire de prendre de front Bruxelles, c'est-à-dire les 26 autres pays plus la Commission, pour se passer d'une telle somme d'argent dont l'Italie a beaucoup besoin parce qu'elle est quand même en grande difficulté économique. Alors, donc, c'est plutôt sur la question des libertés individuelles, des discriminations, etc., qu'elle risque, avec sa nouvelle majorité, d'être extrêmement allante. Et là, l'Union européenne pourrait dire, notamment en s'appuyant sur la Charte européenne des droits fondamentaux, attention, là, vous êtes en train de rentrer dans le rouge et de sortir des clous. Et là, elle peut très bien dire, comme vous le suggérez, ah oui, mais sur ces questions-là, la souveraineté italienne doit s'appliquer. Mais mon pronostic, ça sera seulement sur ces questions-là et pas sur la politique économique. Alors, juste pour finir, on a une montée. Il y a eu l'exemple de la Suède avec les démocrates de Suède. Il y a l'Italie aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que ça peut porter un coup à l'Europe et à la Commission européenne? Ça peut porter un coup à l'approfondissement de la construction européenne. Ça peut porter un coup à l'idée, comme on l'a vu avec le plan de relance, qu'à un moment donné, on mutualise encore plus de la souveraineté. Hein, parce que la souveraineté, c'est pas qu'on la transfère à l'UE. L'UE, c'est pas une soucoupe volante qui plane au-dessus de l'Europe. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on décide d'exercer de manière mutualisée de la souveraineté. Le plan de relance, c'est la Commission européenne qui emprunte 750 milliards d'euros pour la redistribuer aux 27. Donc vous voyez, c'est pas on prend de la souveraineté pour ensuite... Donc l'Europe peut faire le même, entre guillemets, chantage à la Pologne en disant vous pouvez pas vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous respectez le projet collectif, soit vous ne demandez pas de sous, quoi. C'est ça. Et là, du coup, à mon avis, Meloni, comme les démocrates de Suède, évidemment, comme la Suède est un pays beaucoup moins en difficulté économiquement, mais par contre, les démocrates de Suède, effectivement, parti d'extrême droite, ils sont dans le même groupe parlementaire au Parlement européen que le PiS polonais et que Fratelli d'Italia de Meloni et que le Vox espagnol. Et eux, vraiment, leur cible, c'est, encore une fois, la famille, donc les LGBT, il faut faire des enfants, l'avortement, c'est quand même un problème, les migrants, c'est un problème, les migrants non chrétiens, c'est un problème. Voilà, et c'est là, à mon avis, qu'il va y avoir des grosses tensions. Merci beaucoup, Sylvain Kahn, pour cet éclairage. Merci Valérie Dupont pour TV5 Monde. En direct de Rome, on suivra cette actualité avec vous, bien entendu.